Bienvenue sur Midi 1, vous suivez Éco-Débat. À l'approche de la 30e conférence internationale des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP30, prévue en novembre prochain au Brésil, nous nous intéresserons aujourd'hui à un facteur majeur du réchauffement climatique, la déforestation et la dégradation des forêts. Pour en parler, nous recevons deux experts, M. Eric Conan, coordonnateur du projet du paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï, près. Un projet sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Face à lui, le Dr Fanny Ngolo, directeur exécutif de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, FPRC, institution fiduciaire chargée des paiements dans le cadre du projet prêt. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, monsieur Eric Conan, quelle menace sur le changement climatique fait-il peser sur la Côte d'Ivoire? Le changement climatique, déjà, il faut le dire, a des impacts sur différents secteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les études ont montré que les impacts les plus importants étaient sur le secteur de la santé, le secteur des ressources en eau, mais aussi sur celui de l'agriculture, sur lequel je vais m'appesantir un peu plus. Alors, le secteur de l'agriculture, vous le savez, en Côte d'Ivoire, il emploie environ 40% de la main-d'œuvre active et permet de faire vivre autour de 2/3 de la population. Cependant, il est très dépendant des conditions climatiques. Et quand on sait que le changement climatique peut avoir une influence sur les régimes des eaux qui influencent fortement notre production agricole, cet élément-là peut causer d'importants problèmes donc, au niveau de la production et on va dire même de tout ce qui est positionnement de la Côte d'Ivoire en matière de production agricole. Pour exemple, le dernier rapport sur le climat et le développement qui a été publié par la Banque mondiale indique que 13% du PIB pourrait chuter d'ici 2050 et on pourrait arriver à des pertes de plus d'1 milliard de dollars donc, associés aux effets du changement climatique. D'accord. Et docteur Fanny, où en est-on avec la reconstitution du couvert forestier ivoirien? Alors, il faut dire que depuis, c'est vrai qu'il a été constaté que la forêt ivoirienne s'est fortement dégradée, puisqu'on avance les chiffres de 16 millions au début des années 60. Aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 3 millions d'hectares. Et la Côte d'Ivoire a entrepris quand même beaucoup d'actions pour retrouver son couvert forestier. Et pour cela, beaucoup d'actions ont été menées avec pour objectif d'atteindre une croissance ou une augmentation de près de 20% de sa superficie, qui est l'augmentation, ou du moins la représentation de près de 9%. C'était 9% en 2020 et en 2030, donc nous visons 20%. Et des actions ont été menées à travers donc, des actions de reboisement à grande échelle. En premier temps, des réformes ont été menées, réformes sur le plan donc, réglementaire et ensuite beaucoup de sensibilisation et des projets ont été donc développés sur le terrain. J'en veux pour preuve donc, le développement du projet, le PIF, comme ils appellent, voilà. Donc, qui est financé par la Banque mondiale, un vaste projet qui vise donc à reboiser une superficie de près de 320 000 hectares. Donc, c'est vraiment un défi qui doit être relevé. Alors, bien évidemment, on parle de forêt. L'évaluation se fait dans la durée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plantings qui ont été faits, mais donnons-nous encore quelques années avant 2030 afin de faire une véritable évaluation. D'accord. Et M. Eric Conan, quelles actions le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique mène contre la déforestation? Déjà, au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, il y a ce qu'on appelle l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui a à sa charge la gestion de tous les parcs nationaux et réserves. Et cette structure du ministère-là est chargée de gérer, d'assurer la protection des forêts.
En plus de cela, il y a différentes actions qui sont mises en œuvre en collaboration avec les ministères comme le ministère des Eaux et Forêts et le ministère de l'Agriculture, ministère d'État et ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Donc, il y a le mécanisme RED+, auquel la Côte d'Ivoire a adhéré et qui a fait naître un certain nombre de projets, notamment le projet d'investissement forestier dont a parlé Dr Fanny précédemment, mais aussi le projet de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts autour du parc national de Taï. D'accord. Et justement, parlons de ce projet. Et expliquez-nous, présentez-nous ce projet, ses objectifs, son rôle et ses zones. Donc, le projet PRÉ, comme son nom l'indique, c'est le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï. C'est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre du mécanisme international RED+, et qui a pour objectif de valoriser toutes les actions qui sont mises en œuvre à la faveur de la réduction de la déforestation, mais aussi de l'augmentation du carbone, du stock de carbone. Donc, et ces activités-là, ce sont principalement les activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des forêts, et qui permettent à la Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce mécanisme-là, de valoriser sous forme financière les émissions qui sont réduites et qui sont par la suite distribuées entre les différentes catégories de parties prenantes qui sont nos bénéficiaires. Justement, qui sont ces bénéficiaires-là? Ces bénéficiaires-là sont répartis en deux catégories. Donc, il y a la catégorie dite des bénéficiaires directs, qui sont les bénéficiaires qui réalisent sur le terrain les actions de reboisement, d'agroforesterie et de conservation et qui permettent donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a cette catégorie de bénéficiaires dites de bénéficiaires indirects qui regroupent toutes les structures et entités qui accompagnent les bénéficiaires directs afin que leur action sur le terrain ait plus d'impact. D'accord. Quels résultats concrets le prix a-t-il déjà apporté, Dr Fanny? Alors, dans la première phase, il faut appeler ça ainsi, après l'appel à manifestation de terrain, la première phase, nous avons donc enregistré un certain nombre de bénéficiaires potentiels à travers la plateforme qui a été mise en place. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont donc des milliers de familles qui ont bénéficié donc de financement à travers donc le mécanisme qui a été mis en place dans ce cadre-là, c'est-à-dire le paiement par mobile money. Ça, c'était un grand défi pour la majeure partie donc des bénéficiaires, puisque les bénéficiaires directs dont a parlé le coordonnateur tout à l'heure sont constitués essentiellement donc des populations rurales. D'accord. Voilà. Où en est-on avec les paiements? Donc, les paiements ils sont effectifs, ils ont démarré depuis décembre 2024 et comme l'a indiqué Dr Fanny, il y a plus de 13 000 bénéficiaires qui ont perçu leur paiement avec des paiements qui sont en cours et donc vont se poursuivre jusqu'au terme du projet. D'accord. Mais comment garantir la transparence de ces paiements-là, Dr Fanny? Alors, c'est tout un mécanisme qui a été mis en place. Alors, au départ, donc, je vous ai parlé d'une plateforme qui est mise en place après l'inscription. Il y a un premier niveau de vérification qui est donc qui se fait au niveau de la coordination du projet. Après donc ce premier niveau de vérification, il y a une action de terrain pour s'assurer qu'effectivement ce sont des projets qui sont donc qui existent sur le terrain et que les bénéficiaires potentiels existent bel et bien. Et une fois donc mentionné tout cela, eh bien les informations qui ont été renseignées sur la plateforme remontent. Ça donne donc à la fin une première liste qui fait l'objet de vérifications. À côté de chaque nom de bénéficiaire, il y a un numéro de téléphone qui appartient soit à une société de téléphonie mobile de la place. Alors, donc je rappelle que nous travaillons avec 3 sociétés de téléphonie mobile pour notre mécanisme de paiement qui procède à la vérification de la conformité. Nous voulons nous assurer qu'effectivement le bénéficiaire est celui qui a la puce enregistrée en son nom. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur, donc parce que nous voulons nous assurer que le bénéficiaire
final est le bon bénéficiaire. D'accord. Alors, pourquoi lancer un second appel à manifestation d'intérêt? Alors, les appels à manifestation d'intérêt d'abord sont ouverts pour couvrir les périodes. Parce qu'il y a eu un premier appel à manifestation d'intérêt dont le docteur Ngolo Fani en a parlé. Et pourquoi un deuxième appel à manifestation d'intérêt? Donc, comme je disais, les appels à manifestation d'intérêt, ils sont ouverts pour couvrir les différentes périodes sur lesquelles sont évaluées les émissions qui ont effectivement été réduites. Alors, le premier appel à manifestation d'intérêt, il a permis de recenser toutes les activités des bénéficiaires qui ont été effectuées antérieurement au 31 décembre 2021. Et c'est ce qui a fait l'objet de paiement jusqu'à ce jour. Et le second appel à manifestation d'intérêt, il vise à identifier toutes les actions qui ont été réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Mais toujours avec une possibilité d'enregistrer les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire pour le premier appel à manifestation d'intérêt, mais qui ont effectivement réalisé des activités sur la période considérée. Docteur Fani, quel bilan tirez-vous du premier appel à manifestation d'intérêt? Alors, le bilan qu'on peut tirer, c'est de dire d'abord que ça nous a permis donc de tester le mécanisme de paiement. Ce n'était pas gagné d'avance. C'était un défi, le paiement par mobile money d'un grand nombre de personnes. Et deuxièmement, ça nous a permis aussi de noter l'engagement des populations. Et puis qui ont bénéficié donc de ces financements, c'est quelque chose de réel. Et puis un autre point également, ça nous a permis de voir des points d'attention sur lesquels nous devons donc mettre l'accent pour pouvoir donc améliorer le système. D'accord. Mais quelle est la procédure d'enregistrement pour les bénéficiaires, M. Eric Conan? Deux options s'offrent aux bénéficiaires pour se faire enregistrer. Dites-nous. La première, c'est de se rendre directement sur le site www.projetpré.ci et de rentrer ces informations d'identité et aussi ces informations donc, qui vont permettre de vérifier l'activité qui a été réalisée, déclarée, notamment un levé de parcelle qui correspond à votre parcelle sur le terrain. Et dernier point, ça concerne les informations qui vont permettre donc de faire le paiement via votre compte bancaire ou votre numéro de téléphone mobile money. Deuxième option, c'est de rentrer en contact avec un de nos partenaires locaux sur le terrain et se faire enregistrer auprès de lui, qui lui vous enregistrera dans la base de données des bénéficiaires potentiels. D'accord. Et ces partenaires-là, ce sont les structures locales du ministère des Forêts, par exemple. Ce sont les structures locales de l'ANADER, du Conseil du café et du cacao, les conseils régionaux. Donc, c'est tous nos partenaires de mise en œuvre du projet que les populations peuvent contacter pour se faire enregistrer. Quel appui donnez-vous aux populations pour s'approprier ce projet-là? Alors, comme l'a dit le coordonnateur, nous avons donc les bénéficiaires indirects dont il a parlé tout à l'heure, les structures qui encadrent ces populations. Eh bien, pour inciter ces structures à s'impliquer davantage dans le projet, une partie des fonds est destinée à ces structures qu'on appelle bénéficiaires indirects. Ah oui. Alors donc, nous avons au niveau de la fondation contracté, nous avons signé un contrat avec ces structures et qui sont payés en fonction donc des résultats sur le terrain. Bon, bien évidemment, nous identifions des livrables dans lesquels justement il faut donc apporter un appui à ces populations pour pouvoir donc les aider à s'inscrire sur la plateforme et les aider aussi à acquérir une puce en leur nom, etc. Donc vraiment l'appui il est vraiment quotidien. Et donc, c'est vraiment des actions qui sont portées même au plus près de la population. D'accord. Mais quelles sont aujourd'hui les zones prioritaires pour ce second appel à manifestation d'intérêt, M. Eric Conan? Donc, les zones concernées sont les mêmes que celles du premier appel à manifestation d'intérêt. Ce sont les 5 régions autour du parc national de Taï, notamment la région de Cavali, celle de Boclé, de Guémont, de Nawa et de San Pedro. D'accord. Mais pourquoi aujourd'hui le parc national de Taï? C'est une question que depuis j'ai envie de vous poser. Pourquoi le parc national de Taï? C'est premièrement parce que c'est le
le plus grand massif de forêt primaire du pays et même de la sous-région. Et du fait de notre agriculture, donc à base de cacao, qui est essentiellement faite sous forme de abatis-brûlis, et du fait aussi que l'actuelle boucle du cacao est dans cette zone-là, qui est la zone du parc de Taï, nous avons identifié et voulons anticiper un certain nombre de problèmes, notamment les pressions que peuvent subir le parc du fait de la pratique de la cacaoculture, par exemple, sous ombrage. D'accord. Allez-y. Donc, l'objectif, c'était de mener des actions qui vont permettre de protéger le parc, donc mener des actions de protection sur le parc et autour du parc, mais aussi renforcer les actions d'agroforesterie dans les zones autour du parc, et enfin terminer donc avec des actions génératrices de revenus additionnels pour limiter les pressions sur les différents parcs, et enfin faire en sorte que les revenus issus de la vente de ces crédits carbone-là puissent permettre donc aux différents bénéficiaires de se rendre compte que, au-delà même de certaines activités, la contribution à la préservation et à la restauration des forêts peut permettre donc d'avoir des revenus. Alors, comment vous percevez l'état d'esprit des bénéficiaires de ce projet-là aujourd'hui, ce projet par lequel le pays transforme la protection de ses forêts en opportunité pour ses citoyens? Comment vous définissez aujourd'hui l'état d'esprit des bénéficiaires? J'avoue que c'est avec beaucoup de soulagement et beaucoup d'engagement que les populations ont pris au départ. C'est vrai, ils étaient sceptiques quand on leur disait qu'on peut être payé pour conserver, ou bien parce qu'on a conservé, on peut recevoir des financements. Mais là, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, à partir du moment où ils ont reçu les financements sur le compte mobile mondial, c'était vraiment une réalité. Et nous avons beaucoup de témoignages des populations qui ont montré donc leur satisfaction et surtout leur engagement à faire plus. Alors, la question qui se pose, comment avoir plus de revenus? On a dit, mais il faut conserver plus. Voilà, donc là, je pense que c'est bien parti. Donc, c'est vraiment un bel exemple qui peut être porté à l'échelle, à l'issue donc de cette phase donc, de mise en œuvre du prêt. Alors, mais comment le lobbying s'est fait auprès de ces bénéficiaires-là pour éviter, si je peux dire, pour prendre à compte-pied certains esprits réfractaires, par exemple? Alors, vous savez, il y a des actions de sensibilisation que la coordination mène sur le terrain, beaucoup d'actions de sensibilisation, l'implication aussi des autorités administratives, et ça, c'est très important. Donc, il faut parler avec la population. Bien évidemment, ce genre d'action, les populations sont très pragmatiques. Et à partir du moment où on a effectué le premier paiement, je crois au mois de novembre 2024, une émission a été réalisée où on a vu les vrais bénéficiaires qui sont présentés. Ce n'est pas toujours évident. Quand on reçoit de l'argent, on n'a pas envie de se montrer à la société pour dire qu'on a reçu de l'argent. Donc voilà. On a réussi quand même à voir quelques bénéficiaires qui ont voulu témoigner à visage découvert, si je peux m'exprimer. D'accord. Mais vous, en tant que coordonnateur, comment vous définissez aujourd'hui l'état d'esprit de ces bénéficiaires-là? Après le premier appel à manifestation d'intérêt et ensuite, bientôt, le second appel à manifestation d'intérêt. Donc, comme l'a indiqué Dr Fanny, initialement, il y avait de la réticence parce que, si vous voulez, ce projet-là, c'est une dizaine d'années de travail qui a abouti à des paiements effectifs aujourd'hui. Et quand pendant 10 ans, on fait une promesse de paiement qui souvent tarde à venir parce que 10 ans c'est un peu long. C'est très long d'ailleurs. Exactement. On commence à avoir un peu de réticence, un peu de personnes qui n'y croyaient plus. Mais heureusement, les paiements, ils ont démarré. Et avec le démarrage des paiements, on a pu voir beaucoup d'engouement des populations. On a des témoignages de personnes qui disent je vais aller mettre encore plus d'arbres dans mon champ, je vais faire un peu plus de protection de forêt. Et ça se répercute même sur les niveaux de déforestation qui ont baissé depuis un moment.
Et nous voyons beaucoup d'engouement de personnes qui nous contactaient tout le temps pour qu'on ouvre un second appel à manifestation d'intérêt, dans la mesure où ils n'ont pas pu se faire enregistrer au premier, ont vu leurs voisins bénéficier de paiements. Et donc cette fois, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont manifester leur intérêt. Mais quel bénéfice pour les familles et les villages inscrits? Donc pour les familles et les villages inscrits, donc je vais dire à deux niveaux. Au niveau famille, généralement l'amélioration des revenus pour le chef d'exploitation est bénéfique pour la famille, dans la mesure où il pourra prendre en charge un certain nombre de dépenses supplémentaires. On a aussi le fait que cette manne supplémentaire là permet en fait à nos différents bénéficiaires de faire des actions, d'investir dans d'autres activités par exemple. Mais pour la deuxième catégorie qui concerne le village, il y a certains villages qui sont inscrits comme bénéficiaires du projet à travers des forêts communautaires et qui, avec les revenus qui leur parviennent en fait pour l'enregistrement de leur forêt communautaire, sont en train de mettre en œuvre un certain nombre de programmes, de projets communautaires comme des fermes avicoles. Donc avec les différentes structures partenaires, nous leur apportons un accompagnement pour que ces projets-là puissent effectivement bénéficier à toute la communauté. D'accord, merci bien, M. Eric Konan. Docteur Fanny, pourquoi ce second appel à manifestation d'intérêt est-il une chance pour les communautés rurales? Alors, c'est une chance, c'est encore une occasion de bénéficier des financements. Et comme l'a dit le coordonnateur, ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire après le premier appel à manifestation ont l'occasion de le faire après donc ce deuxième appel. Et ça, il faut le dire, on note vraiment une amélioration des conditions de vie des populations. Puisque à partir donc des fonds qui ont été distribués, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, les activités génératrices de revenus ont été menées, il y a des commerces qui se sont développés. Et donc je pense que ça avait beaucoup de satisfaction que les populations attendaient, ce deuxième appel à manifestation d'intérêt. Donc les coups de fil, il y a un système, un mécanisme donc, de gestion des plaintes, justement. À travers ce mécanisme aussi, beaucoup d'appels pour dire quand est-ce qu'on passera au deuxième appel, la manifestation d'intérêt. Non, c'est vraiment je pense que c'est une chance pour les populations. Mais quelles autres initiatives renforceraient la résilience face au climat? Alors il faut toujours continuer à travers donc, les thématiques qui ont été retenues dans le cadre du prêt, à savoir donc, la conservation, le reboisement, l'agroforesterie. Un accent doit être mis également sur les sensibilisations. Ça, il faut le faire. Et bien évidemment, travailler sur les jeunes générations, qui sont donc les éco-citoyens de demain. Donc c'est c'est ce qui, je pense que ça, on doit dépenser un peu plus de temps, passer un peu plus de temps sur cette frange de la population, de telle sorte que les actions de demain soient quand même des actions qui sont en phase avec la protection donc, de l'environnement. Et rester toujours à l'écoute donc des populations. Et puis, au-delà même de l'aspect numéraire de cela, il faut le dire, les services écosystémiques qui donc sont fournis par ces aires protégées. Vous avez parlé du parc national de Taï. Pourquoi le parc national de Taï? Mais peut-être c'est 40% de la production de cacao qui est dans la zone. Parce qu'en fait, il y a un microclimat qui est créé par l'existence donc, de ce massif forestier. 40%, ça représente 16% de la production mondiale de cacao. Donc, d'où un intérêt quand même particulier pour la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, beaucoup de services écosystémiques qui donc bénéficient à la population. D'accord. Et quelle perspective du projet prêt pour une Côte d'Ivoire plus verte et durable? Monsieur Eric Konan. Donc, en termes de perspectives, les perspectives elles sont alignées avec les besoins
et les sollicitations de nos bénéficiaires. Et c'est entre autres étendre ce projet-là sur la durée pour leur permettre donc de pouvoir mettre à profit et valoriser les actions qui sont implémentées. Mais aussi, il y a beaucoup de sollicitations pour étendre ce type d'initiative-là à d'autres zones qui permettraient donc d'aborder peut-être d'autres activités, mais aussi de pouvoir faire bénéficier les populations qui sont dans d'autres régions de ce type d'opportunités-là. Merci à vous, M. Eric Konan. Merci, Dr. Fani Ngolo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, bien évidemment. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez avec nous. L'information continue sur Medi 1.